Et toi, devant ton écran. Ceci est pour t'inciter à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo en cliquant sur ce joli pouce bleu, puis à partager un max avec tout le monde. Salut tout le monde et bienvenue sur Horror Gaia. Les votes ont été clos dimanche dernier et c'est l'histoire vraie derrière un film d'horreur qui a été choisi. Pour ceux et celles qui ont voté pour autre chose, inquiétez-vous pas. Vous pouvez toujours revoter cette semaine. Les choix seront remis encore une fois sur le tapis, mais bien sûr avec une nouvelle option. Donc voyons voir si vous allez garder vos mêmes choix ou plutôt être tenté par la nouvelle option qui, soyons honnêtes, elle est assez intéressante. Je vous laisse découvrir vers la fin. Bref, cette vidéo est en première et les prochaines vidéos le seront aussi. Toutes les vidéos que je vais poster vont toujours être en première. Comme ça, nous pourrons un petit peu papoter sur le chat le temps de la vidéo. Avant de vous donner le plan du jour maintenant, juste vous dire que vous pouvez m'écrire vos propres histoires ou mieux, venir me les raconter directement sur Instagram ou sur Discord. Honnêtement, je serais vraiment intéressée de connaître si vous avez vécu quelque chose de flippant, quelque chose qui vous a marqué ou si vous connaissez des légendes urbaines. Bref, quelle que soit l'histoire qui vous semble intéressante, venez me le dire sur Instagram ou sur Discord ou simplement juste passer me dire bonjour, coucou, c'est tout, ça me ferait plaisir aussi. Vous pouvez aussi me joindre sur TikTok car j'ai, oui, un compte TikTok. J'y mets pas tous les jours des publications, j'y mets pas tous les jours en fait des vidéos, mais si vous aimez les courtes histoires, les creepy facts, les vidéos de dashcam, les vidéos de caméra surveillance, enfin c'est un contenu vraiment varié de creepy facts, de faits étonnants, de dashcam, de tout ce que je vous ai raconté, ben passez me joindre sur TikTok, ça me fera aussi plaisir de vous voir là-bas aussi. Bref, revenons à nos petits moutons. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire invraisemblable derrière le film Lizzie. Vous connaissez? Connaissez pas? Si vous connaissez, ben restez parce qu'il y aura autre chose, puis l'histoire derrière le film est incroyable. Si vous connaissez pas, ben c'est un film qui est sorti en 2018 avec Chloé Sevigny et Kristen Stewart. Et il raconte l'histoire d'une jeune femme appelée Lizzie Borden qui a été accusée d'avoir tué ses parents. Si vous ne connaissez pas l'histoire, restez, car c'est celle que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui. Si vous connaissez l'histoire, ben restez aussi, car je vais aussi vous parler de 4 expériences scientifiques perchées et glaçantes, et bien sûr 2 traits d'horreur pour bien clore la vidéo. Mais pour l'instant, générique. Lizzie Borden, un nom qui a défrayé les chroniques et qui est entré dans l'histoire du crime. Lizzie Borden était une enseignante sans histoire qui, en 1892, s'est retrouvée sous les feux des médias et sous les regards de toute une nation lorsqu'elle a été accusée du meurtre de son père et de sa belle-mère. Un meurtre à la hache tout aussi horrible que mystérieux. Lizzie a-t-elle réellement commis ces meurtres? Vous le saurez dans quelques minutes. Mais maintenant, je vais vous parler de 2-3 expériences scientifiques assez folles et complètement inhumaines. Voyons donc voir. Avez-vous entendu parler de l'expérience du chat-téléphone? Oui? Non? Peut-être?
Écoutez bien parce que c'est assez fou et extrêmement cruel. Donc, âme sensible, s'abstenir. En 1929, deux scientifiques, Ernest Glenn Weaver et Charles W. Bray, ont mené une expérience pour transformer un chat en téléphone. Rien que ça. Ils ont d'abord extrait un morceau du crâne du chat, puis ils ont placé une électrode sur les nerfs auditifs du pauvre animal. Ces électrodes étaient connectées à un amplificateur avec des câbles de 18 mètres de long. Donc, un son venant de l'oreille du chat serait entendu dans la pièce où se trouvait l'amplificateur. L'expérience était une réussite, c'est-à-dire que le son était transmis à travers le chat avec une très grande fidélité. On pouvait entendre les courtes commandes, le comptage, etc. Donc ces chercheurs ont voulu aller plus loin dans la torture. Ça suffisait pas de torturer le pauvre chat comme ça. Ils ont décidé de le tuer et ont refait l'expérience. Mais c'était sans succès. Donc, après le sacrifice de ce chat, ce serait ainsi que la science aurait appris qu'à l'inverse des chats vivants, les chats morts ne peuvent pas être des téléphones. Là, on est bien loin de tout concept de bien-être animal. Mais il faut dire qu'à une certaine époque, les savants fous ne respectaient même pas l'humain, que dire des animaux. Ce qui me fait venir à la seconde expérience dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est l'expérience de Chelmsford. En Nouvelle-Galles du Sud, dans les années 60-70, le psychiatre Harry Bailey, qui était propriétaire d'un hôpital privé à Chelmsford, voulait tenter une nouvelle méthode dite la thérapie du sommeil profond pour traiter des problèmes tels que la toxicomanie, la schizophrénie, la dépression, le syndrome prémenstruel et l'obésité. Donc, un remède miracle qui traiterait quasiment toutes les maladies mentales et organiques normalement incurables à l'époque ou même maintenant. Il y a des choses qu'on ne peut pas guérir, quoi. Mais le gars, lui, il a trouvé le remède miracle. Donc, entre 1962 et 1979, Bailey induisait de longues périodes d'inconscience chez les patients en leur administrant son propre cocktail de barbiturique qu'il administrait dans son propre hôpital. Les patients seraient comateux jusqu'à 39 jours, au cours desquels il les traitait avec une thérapie électroconvulsive. Pour faire simple, il leur faisait subir des électrochocs alors qu'ils étaient dans le coma. Au cours de cette période, 26 patients sont décédés suite à ces traitements. Et malgré les plaintes des familles, d'anciens patients et du personnel de l'hôpital, ni l'ordre médical, ni aucune institution de santé, ni même la police ne sont intervenus contre l'hôpital de Chelmsford ou contre Harry Bailey lui-même. Harry Bailey, quant à lui, affirmait à qui voulait entendre qu'il avait été formé pour ce traitement en Angleterre. Mais il a été découvert bien plus tard que les traitements qu'il avait appris n'impliquaient qu'une sédation de quelques heures, pas les semaines de coma qu'il expérimentait sur les gens. Ce n'est que dans les années 1980, lorsque l'histoire a été médiatisée grâce à l'émission 60 minutes et au Sydney Morning Herald, qu'une action a eu lieu sous la forme de nomination d'une commission royale. Bailey a fini par se suicider en 1985 en raison de l'exposition médiatique à laquelle il a été soumis et au rejet public de ses pratiques par ses confrères. Bon, avouons-le, pour cette expérience-là, il y avait le combo. Un savant fou qui avait les moyens de se payer son propre hôpital et d'y jouer à sa guise. C'est limite un plot parfait pour un film. Bien que, honnêtement, c'est horrible que des gens se retrouvent à subir ces atrocités, alors qu'à la base, ils s'étaient présentés de leur plein gré, pensant avoir trouvé le remède miracle à leurs maux. Ce qui est plus triste encore, c'est que dans certains pays, ces pratiques existent encore. Mais bon, en parlant de pratiques horribles, je ne peux pas ne pas parler d'au moins une des expériences nazies qui ont été faites sur les prisonniers d'Auschwitz au nom de la science. De toutes celles que j'ai lues,
celles qui m'ont le plus marqué sont les expériences de blessures à la tête menées en 1942. Ces expériences consistaient à attacher de jeunes enfants de 11-12 ans sur une chaise pour qu'ils ne puissent pas bouger. Et au-dessus d'eux se trouvait un marteau mécanique qui leur tombait sur la tête à intervalles réguliers de quelques secondes. Les enfants victimes de cette expérience sont au meilleur des cas devenus fous. Je ne donne pas plus de détails, mais rien qu'à visualiser l'image dans ma tête, c'est assez atroce. Là, je ne vous ai raconté que 3 expériences cruelles et complètement timbrées. Mais la liste est encore très très longue. Alors, si le sujet vous intéresse et que vous en voulez plus, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais maintenant, il est temps de s'attaquer à l'histoire de Lizzie Borden, une enseignante sans histoire qui s'est trouvée accusée d'un crime horrible. Ce crime a eu lieu le 4 août 1892 dans la ville de Fall River, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Andrew Borden et sa femme Abby avaient été retrouvés brutalement assassinés, battus à mort à coups de hache. Au début, la police n'avait aucun suspect, mais rapidement, les soupçons se sont tournés vers la fille d'Andrew, Lizzie Borden, qui était alors âgée de 32 ans. La famille Borden était assez aisée et Lizzie Borden, jeune femme célibataire et enseignante d'école, avait un profil loin de celui d'une personne capable de commettre un crime aussi atroce. Cependant, la police a vraiment eu du mal à trouver de suspects et les dépositions douteuses de Lizzie au moment des interrogatoires n'ont pas aidé son cas. Car oui, la version de l'histoire que raconte Lizzie n'arrêtait pas de changer à chaque fois qu'on l'interrogeait. Ce qui est impressionnant, ou pas, c'est que Lizzie n'a jamais reconnu avoir commis les meurtres. Mais son procès, en 1893, a captivé toute la nation. Encore plus, son acquittement à la fin du procès n'a fait qu'approfondir le mystère du meurtre de ses parents. Lizzie Borden a-t-elle tué son père et sa belle-mère? Si oui, pourquoi? Sinon, qui l'a fait? Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, revenons un petit peu au jour des meurtres des Borden. Les Borden étaient une famille prospère et très respectée à Fall River. Andrew avait été marié à sa première femme, Sarah, jusqu'à ce qu'elle décède. Ensuite, il a épousé Abby quelques années plus tard. Ses 2 filles, Emma et Lizzie, étaient connues pour être sages et très chrétiennes. Le 4 août 1892 a commencé comme une journée normale à la maison des Borden. La femme de chambre de la famille, Bridget Sullivan, a servi le petit déjeuner à Andrew et Abby Borden pendant que Lizzie dormait à l'étage. Par la suite, Andrew était allé en ville et Abby avait décidé de ranger la chambre d'amis où l'oncle de Lizzie avait dormi la nuit précédente. Malgré les apparences, tout n'allait pas bien sous les tropiques. Enfin, je veux dire, dans la famille. Bien qu'Abby ait été leur belle-mère pendant presque toute leur vie, Emma et Lizzie ne l'aimaient pas du tout. Et pendant cette période, Lizzie tenait absolument à ce que la famille déménage dans un autre quartier plus agréable de la ville. Donc, l'ambiance familiale était particulièrement tendue en cette fin d'été. De plus, les membres de la famille se sentaient mal et pensaient que c'était dû à une intoxication alimentaire due à un mauvais ragoût de mouton. Et bien sûr, la chaleur de l'été n'aidait pas du tout à améliorer leur bien-être. Le matin du 4 août, donc, tout le monde sauf Bridget Sullivan se sentait aller mieux. Ainsi, après le départ d'Andrew Borden pour la ville, Abby est montée les escaliers jusqu'à la chambre d'Amy pour la ranger et, malheureusement, quelqu'un l'a suivie. Plus tard, Andrew Borden est revenu de la ville. Il a demandé à Lizzie si elle avait vu Abby ou si elle savait où elle se trouvait. Et Lizzie lui a répondu « Madame Borden a quitté la maison. » Selon Lizzie, sa belle-mère avait reçu une note concernant un ami malade. Andrew a bien sûr cru à l'histoire de sa fille. Il s'est alors installé sur un canapé dans le salon alors que Bridget Sullivan
toujours mal à l'aise, malade, est allé faire une sieste dans sa chambre. Mais Bridget va se faire rapidement réveiller par un cri. Le cri de Lizzie Borden qui l'appelait en pleurant et en criant que son père était mort. Peu de temps après la découverte du corps d'Andrew Borden, Bridget Sullivan est sortie en courant de la maison dans le but de trouver un médecin. Entre-temps, les cris de Lizzie avaient attiré l'attention de plusieurs voisins. Ces voisins-là ont appelé la police et une foule curieuse s'est lentement mais sûrement rassemblée autour de la maison des Borden. À ce stade, les allées et venues d'Abby étaient encore inconnues. Lizzie Borden a raconté à ses voisins inquiets la même histoire qu'elle avait racontée à son père, que sa belle-mère avait reçu une note lui demandant de rendre visite à un ami malade. Lizzie a également mentionné que ses parents avaient été malades les jours précédents et qu'elle soupçonnait un empoisonnement. Bridget Sullivan a fini par revenir avec un médecin nommé Seabury Bowen, qui est un médecin local. Ensuite, elle est allée vérifier si Abby n'était pas à l'étage. Et dans la chambre d'Amy, Sullivan a fait la découverte macabre du cadavre d'Abby allongé face contre terre et entouré d'une mare pourpre de son propre sang. Il a été déterminé plus tard qu'Abby Borden avait été frappée à 19 reprises avec une hachette, alors que Andrew, lui, avait eu droit à 11 coups de la même arme. Bien qu'Andrew avait reçu moins de coups, son cadavre n'était pas moins horriblement mutilé. L'un de ses yeux avait été sectionné en deux et son nez avait été complètement découpé de son visage. En examinant les deux cadavres, Seabury Bowen avait déterminé, en se basant notamment sur le sang noir et coagulé d'Abby, que celle-ci aurait été tuée en premier. Mais si on se posait réellement la question de qui les aurait tués, je pense pas qu'on aurait une réponse, mais beaucoup plus de questions qui vont être soulevées. D'ailleurs, nous allons un petit peu nous plonger maintenant dans l'enquête qui a suivi le meurtre. Comme je l'ai mentionné tantôt, au début, Lizzie n'a pas du tout été suspectée. Après tout, c'était une enseignante sans histoire, issue d'une famille respectée. De plus, alors qu'elle était sous serment, Lizzie avait raconté au procureur du district Hosey Knowlton qu'elle était dans la grange à la recherche d'un morceau de fer lorsque les attaques auraient eu lieu. D'ailleurs, la police a d'abord pensé que les meurtres ont été perpétrés par un homme très probablement étranger à la ville. Et quelques heures plus tard, ils ont arrêté un immigrant portugais qui s'est bien sûr avéré innocent. Et cette piste faisait partie des multiples impasses auxquelles les enquêteurs ont dû faire face. Plus tard, une hachette ensanglantée a été retrouvée dans une ferme voisine. Mais elle avait été utilisée pour tuer des poulets, donc encore une mauvaise piste. Un homme étrange a aussi été vu près de la propriété des Borden au moment des meurtres. Cet homme a été identifié, mais il avait un alibi embêtant et ne pouvait de toute évidence pas être le meurtrier. Pendant ce temps, la version des faits de Lizzie Borden n'arrêtait pas de changer. Alors qu'au début, elle disait qu'elle cherchait une pièce de fer dans la grange, plus tard, elle a affirmé qu'elle était en train de manger des poires dans le grenier de la grange au moment des meurtres. Il n'y avait absolument aucune preuve tangible qui la compromettait, pas même un bout de vêtement ensanglanté. Mais le manque de suspects potentiels, plus le fait qu'elle racontait une nouvelle histoire à chaque interrogation, faisait que les enquêteurs considéraient sérieusement la possibilité que ce soit elle, Lizzie Borden, qui aurait commis le double meurtre. En supposant que le meurtrier n'était ni Lizzie, ni Bridget Sullivan, la femme de chambre. Si Abby Borden avait été tuée le matin, le meurtrier se serait probablement caché quelque part dans la maison pendant des heures, attendant le retour d'Andrew Borden. Pendant ce temps, il ou elle aurait sûrement risqué d'être repéré par Lizzie ou par Bridget. Encore une autre question en fait, concernant la note que Lizzie prétendait que sa belle-mère aurait reçue.
Abby n'était manifestement jamais sortie de la maison. Alors, où était-elle passée pendant tout ce temps-là? Aussi, fait à relever, Lizzie aurait raconté à Alice Russell, une amie à elle qui lui était vraiment proche, que sa belle-mère l'avait peut-être accidentellement brûlée. Peut-être accidentellement brûlée. C'est assez chelou comme affirmation, ça. Ce qui était d'autant plus compromettant pour la jeune femme est que les enquêteurs ont découvert que, la veille de meurtre, Lizzie avait tenté d'acheter du cyanure dans une pharmacie. Mais le pharmacien a refusé de lui en procurer car elle n'avait pas d'ordonnance. Oui, c'était une autre époque. Une époque où on pouvait acheter du cyanure à la pharmacie. Heureusement qu'on ne peut plus. Bref, quand on l'a interrogée à ce sujet, elle a affirmé qu'elle en avait besoin pour faire border ou mettre une bordure sur une cape en peau de phoque. Encore plus accablant, quelques jours après les meurtres, alors qu'Alice était partie rendre visite à Lizzie, elle l'a trouvée en train de brûler une de ses robes sur le poêle. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi elle faisait ça, Lizzie lui a répondu que la robe était tachée et ne pouvait plus être portée. Irréparable, quoi. Mais, soyons honnêtes, c'était une drôle de façon de se débarrasser d'un habit usé, non? Même pour l'époque. Il faut avouer que c'est très louche. Je sais pas pour vous, mais ça me semble pas très convaincant tout ça. Bref, on retourne à l'histoire. On est au 8 août 1893, soit 4 jours après le meurtre. Lizzie a assisté à une audience d'enquête au cours de laquelle elle n'a pas arrêté de fournir des informations contradictoires sur les meurtres, ce qui n'a pas du tout arrangé son cas et a conduit à son arrestation le 11 août 1893. Et c'est à partir de cette date qu'on va commencer à entendre parler du tristement célèbre procès de Lizzie Borden. Rapidement, le procès s'est ébruité et a captivé tout le pays. Le procès faisait les gros titres des journaux. Des journalistes de Boston et de New York avaient envahi la salle d'audience et ce double meurtre a pris la qualification médiatique de grand procès. Une journaliste et résidente de Fall River du nom de Deborah Allard avait écrit, et je cite, « Nos propres ancêtres victoriens ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un parmi la classe supérieure, en particulier une femme, puisse commettre un crime aussi odieux. » On est en 2022 et on sait très bien que les psychopathes et les criminels auteurs de crimes odieux peuvent être autant femmes que hommes et même des enfants. Donc je pense que réellement c'était une autre époque. Pour revenir au procès, bien qu'elle était la principale accusée, Lizzie n'a jamais témoigné pendant son procès. D'ailleurs, pendant le procès, les crânes des Borden, Andrew et Abby, ont été présentés à la cour. Et ça a un petit peu joué en faveur de Lizzie, car à un moment donné, le tissu qui recouvrait le crâne d'Andrew est tombé au sol, laissant apparaître le crâne matraqué. À la vue du crâne de son père, Lizzie s'est évanouie, ce qui a poussé son avocat à avancer le fait que celui ou celle qui avait causé de tels sévices ne devrait pas être aussi sensible à la vue d'un crâne. De plus, le meurtrier devait être couvert de sang après le crime, mais les vêtements de Lizzie étaient propres, elle. Cette hypothèse a poussé certaines personnes à croire que Lizzie aurait tout simplement commis le meurtre alors qu'elle était toute nue. Ouais, pas de vêtements sales. La défense a aussi réussi à trouver des témoins qui auraient aperçu la jeune femme quitter la grange au moment des meurtres, et d'autres qui auraient vu des personnes louches rôder autour de la propriété des Borden. La défense a même réussi à faire radier le témoignage du pharmacien, le qualifiant de non pertinent et préjudiciable. L'avocat de Lizzie a réussi à faire valoir le fait que le pharmacien aurait facilement pu confondre Lizzie Borden avec une autre femme. D'ailleurs, même si Lizzie était bel et bien allée acheter du cyanure, la raison pouvait toujours être non criminelle, c'est-à-dire qu'elle aurait réellement voulu l'acheter pour son cap en peau d'animal, en peau de phoque, je pense. Bref, le 19 juin 1893, au bout de ce procès vraiment très médiatisé,
Lizzie a été déclarée non coupable du meurtre d'Andrew et d'Abby Borden. Peu de temps après, alors que l'affaire a commencé un petit peu à se tasser, Lizzie et sa sœur Emma, qui avaient hérité de la propriété de leur père, ont acheté une maison dans un quartier plus in de Fall River, où Lizzie avait toujours voulu vivre. Si vous vous rappelez, au départ, je disais que Lizzie voulait déménager. Donc, elle a fini par déménager avec sa sœur. Les sœurs Borden ont vécu paisiblement ensemble dans leur nouvelle demeure à Fall River jusqu'en 1904, année à laquelle Lizzie, qui se faisait désormais appeler Lisbeth, a rencontré une actrice du nom de Nancy O'Neill. Le duo avait tissé un lien si fort que certains pensaient qu'elles étaient amantes. Emma, qui n'approuvait pas du tout la relation, a fini par quitter la maison environ 2 ans après que Lizzie ait rencontré Nancy. Lizzie, de son côté, a terminé ses jours dans un calme et une intimité relative, connaissant le meurtre auquel elle reste implicitement liée. Elle est décédée en 1927 à l'âge de 67 ans, emportant tout ce qu'elle savait sur les meurtres dans sa tombe. Près d'un siècle après sa mort, on se demande toujours si elle a réellement tué son père et sa belle-mère. Admettons le cas que ce ne soit pas elle la meurtrière. Qui l'a fait et pourquoi il l'aurait fait? En réponse à cette question ou à ces questions, les hypothèses sont nombreuses. Première chose, sachant qu'Andrew avait eu un fils illégitime du nom de William, certaines personnes pensent que c'est lui le meurtrier. Du moins, il aurait un mobile valide. Genre, il détesterait son père parce qu'il ne l'a pas reconnu, parce qu'il était illégitime, tout ça. Mais cette même hypothèse stipule que Lizzie et Emma se sont entendues pour dissimuler l'implication de leur frère dans le meurtre. D'autres pensent que les 2 sœurs sont complices pour les meurtres qu'elles auraient donc commis ensemble. Une autre hypothèse suggérerait que Lizzie et la femme de chambre, Bridget Sullivan, avaient une liaison, ce qui aurait conduit d'une manière ou d'une autre au double meurtre. Et bien sûr, la possibilité que le meurtre n'ait aucun lien avec la famille reste valable également. Personnellement, je suis plus pour favoriser l'hypothèse du fils illégitime William qui aurait tué ses parents, puis Lizzie qui cherchait avec sa sœur à cacher la vérité. Je ne sais pas de votre côté ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais là, on continue et on fait un saut, un grand bond en fait dans le temps, en 2012. Car oui, à cette année-là, les entrées de journaux tenues par l'avocat de Lizzie, qui est Andrew Jackson Jennings, ont été récupérées par la Fall River Historical Society et ces journaux ont permis de connaître les observations directes de Jennings sur sa cliente. Lizzie, qui jusque-là était connue comme étant insensible et manipulatrice, s'est révélée avoir un côté sensible et elle avait aussi cette image de personne endeuillée selon les observations de Jennings. Évidemment, ces notes ne donnaient pas du tout des révélations quant à l'identité du vrai tueur. Ainsi, le mystère perdure, tout comme la comptine populaire sur les meurtres des Borden, qui disait « Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. » Pour vous traduire ce que ça dit, Lizzie Borden a pris une hache et a donné 40 coups à sa mère. Quand elle a vu ce qu'elle avait fait, elle en a donné 41 à son père. C'est assez creepy comme comptine. Je vous mettrai la comptine à la fin de la vidéo. Je vais essayer de la retrouver, puis je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Ça sera une belle comptine de fin. Donc restez jusqu'à la fin pour l'écouter. Bref, quelle histoire, hein? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était une découverte cette histoire. Honnêtement, je ne la connaissais pas avant. Et quand je faisais mes recherches sur quel film j'allais vous présenter, je suis tombée sur le film Lizzie et ça m'a captivée. Honnêtement, ça m'a captivée, ça m'a donné les petits frissons et je réfléchis encore. Les hypothèses trottent toujours dans ma tête et si vous avez d'autres hypothèses, si vous avez d'autres infos, dites-le moi dans les commentaires. Notez-moi ce que vous connaissez dans les commentaires. Je suis vraiment
intéressée à savoir votre avis, puis c'est ça, votre point de vue sur l'histoire. Pour ma part, ça m'a étonné que personne n'ait inculpé Emma, la sœur de Lizzie, toute seule. Pourquoi Lizzie et pas Emma? Par exemple, c'est Emma qui l'a fait, puis Lizzie a fait juste la protéger. Possible, non? Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même avis que moi, ou si vous avez d'autres hypothèses. En attendant de vous lire sur ce meurtre non résolu qui est sorti en film et que je vous encourage à regarder si ce n'est pas encore fait, pour bien finir la vidéo, rien de mieux que 2 frais d'horreur dans le thème et les rencontres terrifiantes en extérieur, dont un qui se serait produit en camping, mes préférés, les Fred en camping, les Fred into the wild, là, vraiment dans la forêt, dans le désert, où vous voulez à l'extérieur, ça j'adore. Et bien sûr, pour plus d'immersion, je vais vous raconter les histoires, les Fred, les témoignages à la première personne. Donc il y a des années, quand j'étais plus jeune, je rentrais chez moi et j'ai vu un très grand homme marcher sur le trottoir le long de la route. Ce n'était pas seulement sa taille qui me paraissait étrange, mais c'était aussi sa façon de s'habiller. Il portait un long trench coat tout noir et un de ses chapeaux haute forme, haut et plat. Cet homme semblait sortir un petit peu de l'air du temps. Il semblait venir d'un livre d'histoire, si on veut. Car, bien sûr, même à l'époque, personne ne portait ce genre d'accoutrement. Plus cet homme se rapprochait de moi, plus je me sentais mal à l'aise. Je voulais juste m'enfuir, m'éloigner le plus possible de lui. J'ai donc fini par marcher loin dans la pelouse. J'ai quitté le trottoir donc et je suis partie marcher sur la pelouse pendant qu'il me contournait de son côté du trottoir. L'homme ne m'a même pas regardé, ce que j'ai trouvé vraiment étrange puisque je me tenais manifestement et clairement à distance de lui et exprès. Puis ça se voyait que je faisais exprès. Une fois qu'il m'a dépassée, je me suis retournée pour m'assurer qu'il ne revenait pas sur ses pas dans ma direction, mais j'ai été choquée et terrifiée de découvrir qu'il avait juste disparu, comme ça, dans les airs. Il ne pouvait pas aller autre part que sur le trottoir où il marchait. Il n'y avait pas de quartier, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de détour où il pouvait se cacher ou partir en une fraction de seconde. Le mec a juste complètement disparu. Ce thread s'arrête là, puis c'est juste une rencontre terrifiante, là, rapide. Peut-être que la personne qui raconte le thread l'a vécu comme en une fraction de quelques minutes. Mais je sais pas pour vous, mais pour moi, ça me rappelle un petit peu le personnage du film Poltergeist 2. Le personnage là, l'homme qui portait justement un smoking noir, puis il avait un autre forme, mais un chapeau melon noir. Attendez que je me rappelle le nom, c'était le révérend Henry Kane, qui finalement vers la fin du film s'était révélé être un revenant sataniste, puis c'était le personnage le plus dangereux. Peut-être que finalement cette personne aurait rencontré la version réelle du Henry Kane de Poltergeist, ou qu'elle s'est imaginé des choses, et c'est aussi possible. Des fois quand on a peur, on s'imagine vraiment des choses, puis on se fait des films tout seul pour des broutilles. Donc dites-moi selon vous, est-ce qu'elle aurait réellement rencontré un fantôme terrifiant, une manifestation, ou simplement c'était le fruit de son imagination? Dites-le moi dans les commentaires. Et là, on va un petit peu migrer vers le deuxième thread, un peu ou beaucoup creepy. Enfin, il est particulier, il parle vraiment d'une rencontre terrifiante dans les bois, mais c'est une histoire qu'on n'entend pas tous les jours. Je sais pas si je le classerai dans les threads d'horreur ou dans des threads... Bref, je vous le raconte, puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc, c'est l'histoire de Jérémie. Jérémie dit... C'était une de ces nuits où il fallait dormir dehors, car il faisait chaud et le ciel était clair. Et bien sûr, j'étais en compagnie de bons amis. La forêt n'était qu'à quelques minutes à pied,
Alors, pendant que le reste de ma gang traînait des sacs de couchage et des hamacs jusqu'à notre clairière habituelle, avec un de mes potes, nous sommes allés acheter des boissons et plein d'autres trucs pour passer une belle soirée. Tout d'abord, il faut savoir que la route séparant la clairière où nous étions installés et le supermarché où nous devions aller faire nos courses se faisait à travers un bois qui s'assombrissait rapidement au coucher du soleil. Deuxièmement, nous avions un de nos potes qui était assez perché. Je vais appeler ce pote-là Charles. Il avait toujours des idées farfelues puis il était vraiment perché. Bref, alors que nous sommes partis avec James dans ce chemin de randonnée, dans ce sentier pour aller rejoindre le supermarché, à mi-chemin, dans une obscurité presque totale, nous avons croisé un homme avec un téléphone. En le voyant, nous nous sommes tous les deux mis sur nos gardes, car l'homme, à sa démarche, semblait vouloir nous agresser. Nous ne savions pas du tout s'il était armé, quelle arme il aurait, ou s'il avait des complices qui allaient nous surprendre par derrière. Tout ce que nous savions et tout ce que nous avions vu était un écran lumineux contre un menton couvert de poils et un gabarit vraiment impressionnant. Et bien sûr, avec le recul, pour cet homme, ça aurait facilement pu sembler que c'était nous les agresseurs. Nous sommes arrêtés net à une certaine distance de l'homme, et alors que l'homme regardait derrière lui, nous chuchotions des plans d'évasion de ce bourbier. Juste vous dire qu'à cette époque, nous étions des ados de 16-17 ans. Donc, encore une fois, avec du recul, ça devait sembler vraiment sinistre pour un pauvre gars tout seul dans des bois sombres face à deux ados dont au moins un semblait louche. Le temps que nous avions passé dans cette situation était ridiculement long et chacun de nous attendait que l'autre fasse un geste. Mais c'est pas ça l'histoire, car ensuite, le vrai cauchemar a commencé. En effet, sorti de nulle part, un ver de taille humaine, un monstre tout droit sorti des meilleurs Silent Hill, fonçait vers notre direction à travers les arbres. Cette chose hurlait comme une vraie banshee et se précipitait vers le gars au téléphone. Le gars a dû être tellement effrayé car il a poussé un cri de terreur et s'est enfui à toute vitesse à travers le sentier. On ne voyait que la lumière de son téléphone qui s'éloignait dans l'obscurité. Ensuite, cette chose, ce ver, s'est redressé en laissant voir une silhouette énorme et grumeleuse dans la pénombre pour finalement s'effondrer sur le chemin en se tordant et en rugissant. Avec mon pote James, nous étions clairement morts de trouille et cette soirée horriblement surréaliste était en train de virer au cauchemar. Bref, nous avons fini par prendre notre courage à deux mains et nous avons finalement décidé d'allumer nos lampes torches sur nos téléphones et d'aller checker ce monstre de plus près. C'est peu de vous dire que nous étions littéralement en PLS. Mais c'est là, en éclairant le monstre avec nos lampes, que nous avions aperçu le visage en sueur de Charles qui nous souriait depuis l'intérieur d'un sac de couchage zippé. Apparemment, il s'ennuyait tellement à attendre au camp qu'il a inventé un jeu appelé « Qui peut être le facteur le plus réaliste ?» dans un sac de couchage. Et bien sûr, il a gagné étant le seul joueur. Quoi qu'il en soit, ce type que nous avions rencontré sur le sentier doit encore faire des cauchemars mais atroces de cette nuit, la nuit où il a croisé des bandits potentiels, mais pire encore, ou la nuit où il s'est fait attaquer par un monstre surnaturel alors qu'il était seul et sans défense. Voilà pour ce témoignage horreur assez rigolo. J'aimerais savoir si vous avez vécu aussi ou vu quelque chose qui vous a terrifié alors que vous étiez dehors. Dites-le moi en commentaire ou venez me le raconter sur Instagram ou sur Discord. Je serais vraiment contente de vous écouter puis de discuter avec vous. Sur ce, n'oubliez pas de voter pour le sujet de la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines. Vos 3 choix sont soit 1.
Là encore, la mystérieuse disparition des enfants Sodder. 2. Les étranges marques qui apparaissent sur les corps et puis qui n'ont aucune explication. Ou 3. Le manoir Macamey ou l'attraction de maisons hantées qui dépasse toutes les limites. Vous avez jusqu'à dimanche prochain pour voter. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, même jour, même heure, et vous laisse avec la cantine de Lizzie Borden. Choose les potes! Lizzie Borden took an axe, gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, gave her father 41. Lizzie Borden took an axe, gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, gave her father 41.